Dernière table ronde de cette 16e journée, 16e rencontre CCR. La table ronde a pour thème acteurs publics, acteurs privés, comment travailler ensemble face au CatNat. Et pour répondre à ces questions, je vous remercie d'accueillir Christelle Busque, Benoît Hugonin, Thierry Franck, Paul Esmin et Philippe Guyonnet-Dupérat. Merci de les accueillir, s'il vous plaît. Je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions via l'application. Je vous présente mes invités. À mes côtés, c'est Paul Esmin, directeur général de France Assureur. Bonsoir et merci d'être avec nous. À vos côtés, Benoît Hugonin, président du comité directeur de l'Association des professionnels de la réassurance en France. C'est l'APREF. Bonsoir. À vos côtés, Philippe Guyonnet-Dupérat, sous-directeur des assurances de la Direction générale du Trésor. Bonjour à vous. Christelle Busque, directrice générale adjointe de CCR. Bonsoir. Et enfin, à vos côtés, Thierry Franck, directeur général délégué, directeur général des affaires réglementaires et économiques chez Covéa. Bonsoir et merci également d'être avec nous ce soir. Alors, face à l'intensification des événements climatiques et à la pression croissante sur le système de couverture des catastrophes naturelles, la complémentarité entre acteurs publics et acteurs privés devient un enjeu stratégique. Dès lors, comment garantir la robustesse du modèle français face aux chocs à venir? Comment articuler les rôles respectifs de l'État, des réassureurs publics et privés, des assureurs, des acteurs économiques et surtout comment construire un cadre de collaboration efficace et durable? Voici les questions auxquelles nous allons ensemble tenter de répondre ce soir. Et je vais débuter cette table ronde avec vous, Benoît Hugonin. Par parler déjà de la situation actuelle, comment est-ce que déjà, entre réassureurs publics et réassureurs privés, vous travaillez ensemble? Merci beaucoup. On vient de parler de modélisation du paysage. Donc on va dire qu'il y a une coopération naturelle, en fait, entre réassureurs publics et réassureurs privés. En fait, chacun sur son terrain de jeu, si on veut. On a la CCR qui a son périmètre défini réglementairement, donc sur les sinistres relevant du régime NatCat. Et on a la réassurance privée internationale qui gère les tempêtes, la grêle, la neige. Donc en fait, chacun un peu dans son couloir de nage, assez naturellement opère bien. Enfin, les uns les autres contribuent assez largement à la couverture des sinistres. Pour ce qui est de la réassurance privée, on contribue assez largement, si je pense aux tempêtes récentes Ciaran en 2023, c'est 300 millions d'euros environ pour la réassurance privée, soit environ 20% du coût. Et pour la grêle, en 2022, 2,5 milliards pour la réassurance privée, soit 40% du coût. Voilà. Alors, on est chacun sur notre terrain de jeu, mais on est soumis à la même évolution du risque. On est dans le même bateau. Hein. Peut-être la différence entre les deux, c'est que la réassurance publique bénéficie de la garantie de l'État qui est illimitée, donc ça, ce n'est pas ce dont bénéficie la réassurance privée. La réassurance privée, elle, en revanche, elle a une force qui est qu'elle bénéficie de la mutualisation internationale. Elle n'est pas que française, et donc elle peut en faire bénéficier les assureurs opérant sur la France. Et cette tendance de fond qui est à l'augmentation du risque, finalement elle se retrouve dans l'augmentation du coût de la réassurance, que ce soit le coût de la réassurance privée ou le coût de la réassurance publique, avec une mécanique qui n'est pas exactement la même. En réassurance privée, on est sur des mécanismes cycliques. On a eu beaucoup de baisses pendant très longtemps et puis une remontée assez nette à partir de 2023. Et là, on se tasse à nouveau. Tandis que pour la réassurance publique, on est sur une évolution, disons, en marche d'escalier avec des marches plus ou moins hautes, suivant le temps de réaction du régulateur. Voilà, donc complémentarité assez naturelle. Je dirais que on a un peu les castors et pollux de la réassurance. On a la même mer, le risque. On en a un qui est mortel, qui peut faire faillite, et on en a un qui est immortel, qui ne peut pas faire faillite. C'est la CCR, mais voilà, on est les...
L'image a fait sourire du Castor et Pollux. Christelle Busque, alors on va regarder maintenant du côté de la réassurance publique. Comment finalement est positionné aujourd'hui CCR et quel est son rôle sur le marché de la réassurance? On a bien compris qu'il y avait une complémentarité aussi sur chacun sur son terrain de jeu, si je reprends l'expression à l'instant. Le Pollux immortel, hein, c'est ça, ou le Castor? Ben oui, donc CCR, on est un réassureur public. C'est pas un modèle très fréquent, enfin, c'est relativement unique. Et donc un réassureur public, c'est un réassureur avec une mission d'intérêt général. Et donc on intervient en cas de carence de marché, justement quand nos confrères réassureurs privés jugent que sur ce risque-là, ils ne peuvent pas y aller ou ils souhaitent se retirer. Et en même temps, c'est quand l'État considère que s'il n'y a pas de couverture sur ces risques-là, c'est préjudiciable à la collectivité, aux assurés, aux entreprises. Et donc, nous, en tant que réassureur public, on se positionne sur le marché de la réassurance, sur l'ensemble de ces risques, de ces dommages aux biens, pour lequel il faut protéger l'assurabilité face à des risques exceptionnels, donc des risques qui présentent la caractéristique d'avoir un aléa. On en a parlé un peu avant, il faut que ça soit un système d'assurance-réassurance. Donc il y a un aléa. Il y a une intensité importante, éventuellement non maîtrisée, et puis un risque de cumul. Et typiquement, il y a les CatNat, puisqu'on est là aujourd'hui, qui rassemblent, tous les événements naturels, c'est ce que Benoît a indiqué, tous les événements naturels ne rassemblent pas ces caractéristiques-là, mais ce qu'on va appeler CatNat au sens du régime correspond à ces risques-là, avec aussi un fort risque d'antisélection. C'était le débat de la première séance. Donc là, il y a un parti pris fort. C'est que si on laissait seul le marché privé agir, eh bien, là, il n'y aurait que les risques peu ou moyennement exposés qui trouveraient preneur. Et donc, ce n'est pas le parti pris qui a été retenu. Et c'est pour ça que ce régime CatNat qui marche fonctionne avec un partenariat public-privé avec les assureurs, les rassureurs publics et éventuellement les rassureurs privés, on pourrait revenir, et l'État en dernier ressort avec sa garantie. Voilà, il y a un système donc, qui est validé aussi au niveau européen, ce système de fonctionnement. Oui, je pense que c'est une des forces du système français. Ça a été aussi dit dans les tables précédentes. Donc, c'est un système qui fonctionne depuis 40 ans. C'est un système qui a été validé par l'Union européenne et c'est un système qui est très regardé en ce moment, qui inspire pas mal de pays voisins. L'Allemagne a été citée et c'est assez remarquable. Avant qu'on voit justement ce qui se fait du côté de l'international, un dernier mot, vous me disiez, il ne faut quand même pas juste oublier que CCR agit bien comme un réassureur de marché. Alors oui, CCR, c'est aussi une société anonyme. C'est un réassureur de plein exercice. Donc on surveille nos risques, on cote nos risques. En fait, on est soumis à la directive Solvabilité 2. Donc tout ça, c'est des grands principes. On rémunère le coût du capital. On rémunère aussi la garantie de l'État, donc comme on paierait une réassurance. Mais c'est des principes en fait qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est un réassureur public, mais on s'applique les règles de réassureurs privés de plein exercice. Ouais. Alors vous évoquiez à l'instant l'Allemagne, on va voir avec vous Philippe Guyonnet du Perra. Et la Direction générale du Trésor a publié, c'était en 2024, une étude comparative internationale sur les mécanismes d'assurance des risques climatiques. Donc c'est un joli et beau document, on n'a pas eu le temps tous de le lire en entier, donc vous allez peut-être nous donner quels sont les enseignements principaux que l'on peut en retenir. Merci beaucoup. Alors effectivement, une étude comparative internationale avait été lancée dans le cadre du rapport Langreney, rapport qui avait quand même conclu au maintien du système assurantiel mutualisé tel qu'il existe aujourd'hui et à l'efficacité du régime CatNat. Il y avait aussi des points sur la prévention
position individuelle et sur le rééquilibrage financier. Et donc c'est une étude dans laquelle on sollicite les services économiques du Trésor à l'étranger pour avoir une vision un peu plus complète. Et vous pourrez trouver une synthèse sur le site de la direction du Trésor si vous le souhaitez. Alors on a à la fois interrogé différents pays avec différents modèles et différentes géographies, en Asie, en Océanie, en Europe et en Amérique, et dans lequel on voit que le modèle CatNat français est assez unique en creux. On a un système dans lequel l'assurance est de manière prépondérante privée, mais on a aussi des systèmes publics. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, vous n'avez pas de système dans lequel on aurait un système intégralement privé qui fonctionnerait sans contrainte publique. La question, après, c'est celle de la gradation de la contrainte publique et de l'intervention publique sur le régime privé. Donc, grosso modo, vous avez une prépondérance des systèmes assurantiels privés. Alors là, on a différents cas. On a le cas, je dirais, un peu filet de sécurité type UK, où vous avez une sorte d'institut à but non lucratif géré par les assureurs pour les ménages les plus modestes. Bon, en cas de crise, c'est quand même une participation publique-privée. Vous avez le cas, par exemple, de la Belgique, qui est une assurance exclusivement privée, mais qui est limitée. Et après, vous pouvez aller faire des recours plus ou moins faciles, d'après ce que j'ai compris, au niveau régional ou au niveau fédéral. Vous avez le cas des États-Unis dans lequel l'action est limitée. Alors c'est compliqué de dire les États-Unis en général parce que ça relève quand même beaucoup de chaque État, mais vous avez une action limitée de l'État pour l'assurance récolte et pour l'inondation. Et puis vous avez des cas comme le Japon avec une couverture qui est privée mais avec des garanties facultatives, ou les Pays-Bas, où la plupart de la population est soumise, 70% de la population est soumise au risque d'inondation, dans lequel on a un régime privé, mais en cas d'inondation, c'est un régime public-privé relativement complexe. Ça, c'est pour le système privé. Et pour le système public, si on prend des plus proches de nous, ou plus proches ou plus loin d'ailleurs, on a l'Espagne ou la Suisse ou la Nouvelle-Zélande. Alors, l'Espagne, c'est une substitution. On l'a vu pour ceux qui ont suivi la goutte froide à Valence. L'Espagne, c'est une substitution dans laquelle l'assureur public se substitue aux assureurs privés. Ça couvre les risques en gros inondations, tempêtes, et la rémunération se fait sur une prime sur les contrats privés. Et puis vous avez le régime suisse. Alors c'était évoqué tout à l'heure, en fait il y a deux régimes suisses, mais bon, c'est en gros un monopole public au niveau cantonal, mais après vous avez un système de répartition des risques entre cantons. Et puis en Nouvelle-Zélande, vous avez un système de répartition dans lequel l'assureur public prend les premières pertes, l'assureur privé prend les pertes suivantes, et puis ensuite, en cas extrême, forcément, on se retrouve toujours vers l'assurance publique. Donc voilà un peu les différents modèles qu'on peut voir dans ceux qu'on a interrogés. Ce qui est intéressant de voir, pour faire le lien avec les discussions précédentes, c'est que dans quasiment aucun des cas, vous n'avez de prévention qui soit intégrée dans le financement de la prime. Et comme je le disais en début, conclusion, c'est que finalement, en creux, alors c'est pas le cas quand vous faites chaque étude comparative internationale, mais en creux, le régime français, effectivement, fonctionne relativement bien. Merci pour ce panorama. Benoît Hugonin, vous disiez tout à l'heure que l'une des forces de la réassurance privée, c'est aussi la mutualisation à l'international. Donc, vous connaissez aussi ce qui se passe à l'international. Vous, quel est le point de vue? Est-ce que ça corrobore, alors au-delà du point de vue, mais enfin des informations que vous avez, corroborent ce que l'on vient d'entendre là? Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être aussi à nous présenter? Oui, ça corrobore assez largement. Peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est comment la réassurance privée vient en complément dans ces différents systèmes. Sur l'exemple néo-zélandais que Philippe citait, on a 8 milliards de capacités qui sont amenées au-delà des 2 milliards sur lesquels le système local couvre. Donc ça joue. Ça joue réellement, ça a joué, enfin le gros sinistre, il y a eu une séquence de séismes en 2010-2011 avec notamment le séisme à Christchurch en février 2011. Là, c'était 5 milliards payés par la réassurance privée. Voilà. Et ensuite, on a eu une deuxième séquence de séismes un peu plus tard qui fait que le fonds néo-zélandais s'est retrouvé à sec. Et donc aujourd'hui, là, sur les années récentes, le fonds néo-zélandais est abondé par la garantie publique
pour les sinistres un peu plus bas. Mais on a vraiment une présence de la réassurance privée. Dans le système américain, sur la couverture de l'inondation, c'est 600 millions de capacités qui sont amenées aujourd'hui. Même dans les cas où on n'a pas un pool d'assurance avec une garantie illimitée de l'État, je pense au cas très particulier du réassureur, enfin du système japonais avec un réassureur qui a le monopole et même une obligation de réassurance sur les sinistres séismes et éruptions volcaniques. Donc on a voilà, un réassureur unique. Tous les assureurs sont obligés de se réassurer auprès de ce réassureur. La garantie est quasi illimitée parce que c'est au-delà de 100 milliards de dollars US, mais sur le papier, elle n'est pas illimitée. Le gros sinistre au Japon récent, c'était Tohoku avec Fukushima. Le système japonais ne couvre en fait que les biens résidentiels et a des limites de l'ordre de 300 millions de dollars US par police. Donc on a beaucoup de place pour l'assurance privée et la réassurance privée, parce que il y a certes eu 10 milliards payés lors de Tohoku par le fonds japonais, par le réassureur japonais, la Japan Earthquake Reinsurance Company, mais 10 milliards, c'est très loin de ce qu'a coûté Fukushima. Donc les assureurs privés sont toujours présents sur le système britannique, Flood Ray. Il faut quand même se souvenir que c'est un système qui est temporaire, enfin qui est destiné à être temporaire, avec l'idée d'aller vers un marché libre avec une prime libre d'ici 2039, et que ce système exclut les propriétés construites après 2009 pour éviter justement les questions d'encourager la construction en zone inondable, etc. Et peut-être un exemple qui n'a pas été cité et qui est intéressant, parce que là on a la réassurance, un mécanisme d'assurance qui vient se pluguer sur un mécanisme de solidarité, c'est le cas du Maroc, où là il y a deux volets, il y a un volet assurantiel et un volet non assurantiel. Dans le volet assurantiel qui s'appelle F4, donc événement 4, qui couvre non seulement les dommages climatiques, mais également les dommages du fait de l'homme, avec quand même un déclenchement qui est lié à un arrêté 4. Bon, ça c'est assez classique avec un réassureur public, Atlantic Re, membre de la PREF, et qui cède ensuite à la réassurance privée. On est œcuménique, on a la CCR et Atlantic Re dans nos membres. Ce qui est intéressant, c'est que le volet non assurantiel, qui est un fonds de solidarité, en fait, transforme la taxe en assurance paramétrique. Donc voilà, même quand on a un mécanisme de solidarité, on a parfois des mécanismes d'assurance qui viennent se pluguer. Donc on a, si on regarde toutes les géographies, on a beaucoup de variétés de géographie elle-même. C'est pas la même chose d'habiter dans un pays soumis aux inondations, aux séismes, etc. On a des visions plus ou moins libérales de l'État, entre le Maroc et les États-Unis, ou la Nouvelle-Zélande, c'est pas la même chose. Des niveaux de développement économique plus ou moins avancés, mais on a toujours la constante qui est effectivement l'État est présent, l'État régule, l'État impose des garanties ou des obligations d'assurance, plus ou moins suivies suivant les États, mais la réassurance privée est essentielle à chaque fois pour stabiliser les budgets publics, pour faire jouer cette diversification internationale, et donc elle vient toujours en complément de la réassurance publique. Et effectivement, comme Christelle l'évoquait, peut-être qu'il y a une place plus importante qui pourrait être donnée aussi à la réassurance privée dans le système français. Voilà, il était intéressant d'avoir tous ces éléments. Je vous avoue qu'à un moment, j'ai été un petit peu perdu, mais c'est peut-être un petit peu normal. C'est pas non plus mon quotidien aussi de jouer sur la réassurance privée et la réassurance publique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, tout ça dépend aussi de volonté et de choix politiques, et aussi, évidemment, de lieux géographiques. Paul Esmin, assureur, réassureur, vous travaillez déjà ensemble, et on va voir avec vous d'ailleurs un certain nombre de collaborations, puisque je rappelle que la thématique de cette table ronde, c'est acteurs publics, acteurs privés, donc pas que les réassureurs publics et les réassureurs privés, mais les acteurs de l'assurance également. Oui, peut-être revenir un instant sur cette question qui pour moi est fondamentale, de la frontière entre le public et le privé. Je rejoins tout à fait ce que disait Christelle quand elle disait que finalement la vocation de la CCR, donc de la réassurance publique en général, c'est d'intervenir quand le marché ne suffit pas,
quand il y a, je ne vais pas dire une défaillance, mais en tout cas une insuffisance des acteurs privés, parce que tout simplement on est sur un niveau de risque qui est souvent tel qu'on n'arrive pas à faire face. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental et qu'on doit garder à l'esprit. Et c'est une frontière qui n'est pas nécessairement stable dans le temps. Par exemple, je pense que si on revient 10 ans en arrière, il n'y aurait pas eu ces débats qu'on a aujourd'hui sur, je m'écarte un peu du climatique, sur est-ce qu'il faut avoir une réassurance publique sur la couverture du risque émeute. Donc on voit qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur l'élargissement. Aujourd'hui, plutôt le sens, c'est plutôt à l'élargissement de la couverture publique, mais il n'y a pas de sens de l'histoire. Peut-être que dans 10 ans, on aura des débats dans l'autre sens. Pas forcément sur le climatique, enfin certainement pas sur le climatique. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est mouvant au cours du temps. Et il n'y a pas non plus d'opposition entre le public et le privé, mais Benoît le disait bien, une complémentarité. Pour moi, l'exemple le plus probant, c'est ce qui s'est passé en 2001. Pour ceux qui étaient déjà dans le secteur à cette époque-là, après le 11 septembre, vous vous souvenez qu'on avait une assurance terrorisme qui était obligatoire dans les contrats et que tout d'un coup, il y a eu une perception du risque malheureusement avérée, qui était beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, il y a eu un retrait en cascade des réassureurs, puis des assureurs. Et c'est dans ce contexte qu'on a mis en place, de manière un peu dans l'urgence, Garéat. Et finalement, on a vu que c'était le fait qu'il y ait ce système et donc l'engagement de la puissance publique qui a permis aux acteurs privés de revenir. Donc, il y a vraiment une complémentarité, il n'y a pas une opposition entre public et privé. Je fais ce point, je ne vais pas polémiquer, mais j'ai vu un rapport récent qui évoquait finalement un certain nombre d'évolutions sur le traitement des climatiques et qui nous a semblé un peu paradoxal et qui nous a laissé perplexes, pour dire le moins. Pourquoi ? Vous parlez du rapport au commissariat au plan. Parce que finalement, il était question, parmi les scénarios, d'un élargissement de la couverture publique à des risques qui sont aujourd'hui parfaitement couverts par le seul marché privé. Ce qui est quand même assez curieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des demandes, des besoins de réassurance publique qu'aujourd'hui, j'espère qu'on arrivera à progresser, mais qui ne sont pas, sur lesquels on n'a pas de couverture aujourd'hui. Je parlais du risque émeute. Il y avait, au moment du Covid, on avait discuté, ça n'avait pas abouti, la question de la couverture du risque pandémie. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu des évolutions dans les contrats sur les pertes d'exploitation sans dommage, donc il n'y a plus de couverture du tout sur ce type de problématique si une pandémie devait ressurgir en France. Donc on voit qu'il y a quand même des pans entiers sur lesquels on a besoin d'avancer et qu'on a des problèmes aujourd'hui. Et finalement, alors même que les ressources de l'État sont par nature contraintes et qu'on sait bien qu'on aura du mal à couvrir tous les besoins qui sont avérés, on discute d'un élargissement sur des choses où finalement aujourd'hui le marché privé se suffit à lui-même et où on a des réponses qui à mon sens sont satisfaisantes. Pour répondre en 2 mots à votre question, bien sûr il y a un grand nombre de travaux en commun entre les acteurs privés, entre la CCR. En fait, finalement c'est le lot commun, c'est le quotidien de parler entre les acteurs privés et la CCR dans le cadre du régime CatNat notamment. Il y a aussi des travaux de place. J'en citerai rapidement 2 qui me semblent assez emblématiques. Il y a les discussions qui ont lieu aujourd'hui sur l'Observatoire de l'assurabilité. Donc c'est un travail qui, à mon sens, a justement beaucoup de sens et on s'y emploie à essayer de définir des critères qui soient pertinents. Il y a un autre travail que une autre initiative que j'aime bien citer, sur laquelle on travaille conjointement avec CCR entre autres, mais aussi la mission des risques naturels, aussi les experts. C'est ce qu'on appelle initiative sécheresse. Donc c'est une initiative innovante qui consiste à tester des mesures de prévention et de réparation innovantes sur un total de 300 maisons qui sont sélectionnées à cette fin. Et voilà, c'est en cours et j'espère bien qu'on aura des résultats probants sur lesquels on pourra s'exprimer. Voilà, et on dira quelques mots tout à l'heure sur l'Observatoire de l'assurabilité avec Christelle Busque. Thierry Franck, votre vision, vous, du rôle des assureurs face au CatNat et dans tout ce schéma de nécessité de faire travailler les acteurs publics et les acteurs privés ensemble. Oui, alors, étant donné que, comme Paul l'a rappelé, en ce moment, le débat public est un peu touffu et mixe des concepts qui sont manifestement mal compris. Alors, excusez-moi pour l'assistance, je vais repartir de quelques notions de base. L'assurance, en fait, c'est fondé sur 2 principes. D'abord, l'assurance ne couvre que des aléas.
Et donc pas des certitudes. J'ai entendu tout à l'heure le mot certitude. Les certitudes de sinistre, ça ne relève pas, ça ne peut pas relever de l'assurance. La deuxième chose, c'est le principe de mutualisation. Alors là aussi, le principe de mutualisation, il y a beaucoup d'incompréhension. La mutualisation au sens de l'assurance, c'est certes, ça organise une solidarité ex post, puisque toutes les primes des nombreux assurés vont payer les sinistres de quelques-uns, mais certainement pas ex ante. Si on sort de ces deux principes, ça n'est plus de l'assurance, c'est de la solidarité nationale. Et pour imager plus clairement les choses, peut-être en choquant, la sécurité sociale n'est pas un mécanisme d'assurance. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais prendre un... Et donc, il me semble que pour bien coopérer entre pouvoir public et le secteur de l'assurance, il ne faut pas oublier ces principes fondamentaux, que chacun reste dans son rôle. Je vais prendre un exemple, d'ailleurs, de catastrophe naturelle. Dans l'étude n'a pas été cité le cas de la Californie, très intéressant. D'abord, apparaissent les feux de forêt, nouveau type de sinistre. Il y a une étude du National Bureau of Economic Research très intéressante qui a suivi de très près, alors là-bas, toutes les données sont publiques quasiment, donc on peut faire vraiment des travaux très sérieux, qui a suivi 4 assureurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait face à ça? Et c'est intéressant parce qu'en gros, les assureurs qui faisaient bien leur métier, c'est-à-dire qui tarifaient le risque, sont restés dans les zones à risque. Et ceux qui faisaient moins bien leur métier, on va dire les assureurs amateurs, à un moment étaient obligés d'en sortir de vastes zones. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que le résultat, la performance économique des assureurs qui sont restés dans les zones risquées était meilleure que les autres. Autrement dit, c'est pour montrer la puissance du système de l'assurance privée, y compris dans des zones risquées, mais pas dans des zones de certitude, je le rappelle. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, l'État est intervenu. Et ça a créé une catastrophe industrielle. C'est-à-dire que vous avez maintenant des dizaines de milliers de Californiens qui ne trouvent plus à s'assurer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont empêché les tarifs d'augmenter, donc ça n'était plus de l'assurance, hein. Ils imposaient une solidarité nationale. De ce fait-là, ils ont obligé les assureurs qui étaient sur les zones les plus à risque à rester sans modifier le tarif. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Les assureurs, surtout les meilleurs, dont je parlais au début, sont partis, même si on était censé les empêcher, sont partis, et voilà la situation actuelle. Et pendant ce temps-là, les pouvoirs publics ne s'occupaient pas de l'aménagement du territoire à Los Angeles. Voilà. Donc, il faut revenir aux basiques pour avoir un système efficace. Alors maintenant, aujourd'hui, la coopération, moi, je vois il y a 2 problèmes auxquels on fait face, parce qu'effectivement, il y a des problèmes politiques qui se posent face au système CatNat. Il y en a un premier, je l'ai dit, ce sont les zones où il n'y a plus, on est en train de passer progressivement d'un aléa à une certitude. Donc ces zones qui deviennent potentiellement inassurables. Oui, ce sont des zones qu'il faut traiter spécifiquement. Mais il faut le faire, et là, il faut que l'État intervienne, parce qu'évidemment, on ne va pas laisser des gens dans une telle situation. Donc rentrer dans une phase de solidarité. Oui, alors ça existe déjà en partie, le fonds Barnier, lorsqu'il y a arrêté de péril, etc. Bon. Mais il faut maintenant le faire un peu par anticipation et organiser la transition. Alors là, ça, c'est un vrai sujet de coopération entre les assureurs et les pouvoirs publics. Et il faut adapter aussi les mécanismes. Parce que si le BCT continue à fonctionner, ça ne va pas.
dans ces zones. Hein, je rappelle, c'est un peu la même chose que les autorités californiennes obligeant les assureurs à rester sur des risques et en plus sans modifier les tarifs. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais vous voyez que ce sont des interventions chirurgicales. Il n'y a pas besoin de remettre en cause le système dans son ensemble pour traiter ces points, parce que pour le reste, ça marche très bien, y compris dans des zones relativement risquées, mais qui restent dans le domaine de l'aléa. Et les assureurs feront leur boulot. Et si certains assureurs veulent sortir de ces zones, les autres le feront et ils gagneront de l'argent, globalement. Donc il n'y a pas de problème global dans le système aujourd'hui. Il est super solide. Voilà. Et puis l'autre sujet, c'est le coût croissant de l'assurance, qui reflète le coût croissant de ces dispositions. Alors évidemment, le sujet majeur pour éviter que ce coût que cette croissance soit trop forte, c'est la prévention. Mais on va y revenir. On va revenir sur le volet. Mais je voudrais quand même juste donner un chiffre pour prendre un peu de recul sur le coût de l'assurance. Si on rapporte l'ensemble des primes MRH payées par les assurés, on le rapporte à la valeur du patrimoine immobilier des ménages. En 1998, ce rapport était de 2,2 pour 1000. Vous noterez d'ailleurs que dans le monde financier, vous avez des couvertures pour le risque qui coûtent beaucoup plus cher. Hein. Donc c'est finalement relativement modique quand on le compare à la valeur des biens. Et plus intéressant, en 2023, il était de 1,5 pour 1000. Alors évidemment, entre-temps, il a dû réaugmenter. Mais il n'a certainement pas atteint, je n'ai pas le chiffre, il n'a certainement pas atteint le niveau de 1998. Voilà. Donc il faut juste... Voilà. Alors ça n'empêche qu'il y a des personnes modestes pour qui c'est un problème, etc. Mais au niveau global, voilà, prenons un peu de recul sur cette question du coût de l'assurance. En réalité, c'est un système, on voit aux chiffres, qui est assez performant. Merci pour toutes ces précisions. Paul Hessemann, dans les questions qui se posent désormais, il y a la robustesse, l'équilibre du régime. De votre point de vue, quelles sont les solutions qu'il faut imaginer pour en assurer la pérennité ? Je commencerai par dire que le régime des catastrophes naturelles, aux yeux des assureurs, c'est un trésor national. Vraiment, je pèse mes mots, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne s'en rend pas forcément toujours assez compte en France, à quel point on a de la chance d'avoir ce régime. D'ailleurs, quand je parle à mes homologues européens, puisqu'on compare évidemment les régimes qui peuvent exister, je ne vais pas revenir sur ce que Philippe a expliqué beaucoup mieux que je saurais le faire, en plus avec une perspective mondiale et pas seulement européenne, mais globalement, quand on dit on arrive à couvrir contre des périls aussi importants que ceux qu'il y a dans le régime CatNat pour une moyenne de 40 € par mois, parce que c'est ça le tarif que les Français payent en moyenne, globalement, les gens sont impressionnés. Si je suis tout à fait honnête, il y a une autre réaction qui vient parfois, qui est, quand on explique le fonctionnement, le fait que c'est un système universel et solidaire, il y a aussi, parce que chaque pièce a son revers, il y a aussi la réaction, mais finalement, vous n'en voyez pas, comme c'est le prix est finalement le même pour tout le monde, en tout cas le pourcentage est le même pour tout le monde, vous n'en voyez pas suffisamment un signal prix. On entend ces deux réactions, et en réalité, elles sont vraies l'une comme l'autre. Maintenant, il faut savoir ce qu'on préfère, et je pense que dans le cadre du régime CatNat, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut sauvegarder. Comment ? C'est un régime qui doit évoluer. En réalité, les paramètres évoluent en permanence. Il y a la partie émergée que tout le monde connaît, qui est l'augmentation de la surprime. Il y a le travail qui n'est pas forcément aussi visible, hormis des techniciens qui baignent dedans. Tout ce qu'on fait au quotidien pour faire évoluer le guide de souscription, les modalités de prise en charge et tout un certain nombre de paramètres du régime. En ce moment, il y a aussi des réflexions qui sont fondamentale selon nous sur la couverture de l'outre-mer. Donc en réalité, ce n'est pas un régime qui est figé depuis sa création au début des années 80, c'est quelque chose qui évolue pratiquement en permanence. Mais
tout ça est bien joli. On sait bien qu'à un moment donné, on se heurte à une limite de l'acceptabilité du prix. Et donc, s'il n'y a pas une réflexion permanente qui est engagée sur la prévention en parallèle de tout ce qu'on fait sur l'adaptation du régime, ça ne fonctionnera pas. Et là, on rejoint ce que les intervenants de la précédente table ronde expliquaient magnifiquement. Enfin, alors, on reviendra évidemment sur la table ronde. Sur l'acceptabilité du prix, je crois que c'est le rapport Langrenay qui disait qu'il faudrait que ça augmente tous les 2 ou 3 ans, la surprime. Vous pensez qu'à un moment, on arrivera à un seuil d'acceptabilité terminal? En réalité, c'est difficile de dire à quel moment on atteint la limite de l'acceptabilité. C'est quelque chose d'éminemment subjectif. On voit aujourd'hui le coût moyen de la MRH en France. Alors j'avais donné il y a quelques années, c'était 250 €. On doit être à 280 aujourd'hui. Le coût moyen d'une assurance auto, c'est de l'ordre de 500 €. Donc finalement, vous payez 2 fois moins en moyenne pour vous assurer pour l'ensemble de vos biens et pour votre responsabilité civile personnelle que pour assurer votre voiture. Alors évidemment, tout le monde sait que dans la voiture, il y a aussi toute la partie responsabilité civile, donc assurance à l'encontre des tiers, donc qui garantissent les tiers. Mais finalement, est-ce que c'est normal que la MRH coûte 2 fois moins cher que l'assurance auto? Spontanément, ça ne me paraît pas quelque chose de tout à fait naturel. On sait aussi par ailleurs, un petit peu de pub pour les assureurs français, qu'on est probablement le pays où, à garantie égale, c'est le moins cher. Je regardais récemment les ratios combinés moyens sur la MRH sur 20 ans. On a un ratio combiné de 100,1. Donc, d'un point de vue technique, les assureurs, sur une moyenne de 20 ans, perdent de l'argent. Sur la partie technique, je ne vais pas vous faire l'affront d'expliquer comment se forme le résultat d'un assureur entre la partie technique et la partie financière. Mais vous voyez qu'on est quand même sur un produit qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif en France. Maintenant, quelle est la limite de l'acceptabilité ? C'est une notion que personne ne connaît, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une limite absolue. Maintenant, on ne peut pas envisager que la seule réponse, ça soit des augmentations et des évolutions de la surprime. D'accord. Juste petit commentaire et question sur la surprime. Est-ce que la surprime 4, qui est uniforme, est à considérer comme un mécanisme d'assurance ou de solidarité ? C'est largement un mécanisme de solidarité, il faut bien dire ce qui est, puisque on a effectivement des phénomènes aléatoires qui sont le propre de l'assurance. Maintenant, le mécanisme même fait que chacun ne paye pas en fonction de son risque propre. C'est le principe même du régime des catastrophes naturelles. Il y a des mutualisations, entre les zones géographiques, il y a des mutualisations entre les lignes d'activité, par exemple, entre les particuliers et l'entreprise. Et chacun, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, ne paye pas le vrai coût de son risque. Christelle Busque, est-ce que la complémentarité devient désormais totalement indispensable entre le public et le privé, et que ce soit réassureur public, réassureur privé ou les assureurs avec? Ça vient d'être dit par Paul. La complémentarité, on l'a déjà intrinsèquement dans le régime, puisqu'on l'a à travers le PPP, le partenariat public-privé, assureur, CCR, réassureur public et État, et le mécanisme de réassurance qui a un code-part, 50-50 avec un stop-loss, 50-50, voilà, on est en complémentarité, on partage le risque. Et même si ça a été dit, peut-être pas suffisamment, mais ça va jusqu'à l'assurer, puisqu'il y a une franchise. Donc après, on pourrait réfléchir à ce qu'il soit plus impliqué, mais en tout cas, il est aussi responsabilisé. Donc chacun des acteurs est bien complémentaire dans ce système-là. Au niveau réassurance privée, réassurance publique, ça a déjà été également un peu abordé. On peut, à travers des sous-jacentes, de toute façon, la complémentarité réassurance privée, réassurance publique, elle s'impose, puisque j'ai indiqué que la réassurance publique a vocation à être pour les risques exceptionnels et de forte intensité. Donc il y a de la place en bas. Et puis j'ai vu dans la salle, en fait, il y a un certain nombre d'assureurs membres de FA qui travaillent sur des solutions où la réassurance
privé pourrait être amené pour résoudre un sujet sur l'outre-mer, hein, donc sur les DROM, pour offrir plus de capacité avec éventuellement CCR en réassurance pour compte commun, où on agrégerait, on partagerait notre connaissance pour aider les assureurs à se placer sur ce risque-là aux Antilles et à La Réunion pour que, un peu plus bas, les assureurs puissent être protégés. Et puis potentiellement, c'était inscrit dans le rapport Langrenay, la réassurance privée pourrait intervenir en rétrocession de la réassurance de CCR. Donc oui, cette complémentarité, elle existe. Alors, il faut encore la poursuivre, et ça, je rebondis sur les propos de Paul, sur les frontières, en fait, de réassurance en tant que réassureur public. Enfin, voilà, on a dit il faut qu'on soit là où la réassurance privée et l'assurance privée ne peuvent pas jouer seules, hein, et donc ces frontières, elles peuvent évoluer dans le temps. Et puis c'est pour ça qu'on a mis en place, ce qu'a indiqué Charles Dumartini tout à l'heure, une cellule de veille, pour justement suivre les risques émergents, voir ce qui à un moment donné pourrait passer la frontière de ce qui n'est plus rassurable par le marché privé, où on serait amené à intervenir. Notre objectif, systématiquement, c'est de plus en plus d'être proactif sur l'ensemble de ces sujets et moins réactif. Réactif, on a toujours su l'être, hein, pendant le Covid. L'assurance crédit, on a su, parce qu'on est une structure agile, on n'est pas nombreux, 170, on sait produire très rapidement une offre. Mais l'étape sur laquelle on travaille, c'est dorénavant d'être plus en proactivité sur le sujet. Et donc, effectivement, cette complémentarité, elle joue là. Paul Esmin a évoqué tout à l'heure l'Observatoire de l'assurabilité. Alors ça, c'est aussi un bel exemple de co-construction, effectivement. Donc, l'Observatoire de l'assurabilité, hein, ça vise à définir où est-ce que on pourrait avoir en France des problèmes d'assurabilité face au CatNat. Bon, et c'est pas un outil qu'on a à disposition en tant que tel. Chacun des assureurs sait où individuellement il en est, collectivement. Enfin voilà, il faut regarder l'ensemble. Et ça, c'est un travail de co-construction, parce que définir la méthode pour déterminer ça, c'est pas simple. Et donc, effectivement, il y a la MRN qui s'implique sur le sujet. Il y a un certain nombre d'assureurs copilotes, et puis donc nous, CCR, à qui l'État a confié cette mission. Le sujet, typiquement, sur des zones, il y a des zones où historiquement il n'y a qu'un certain nombre d'assureurs qui sont implantés, mais parce que c'est des raisons historiques. Il peut y avoir des mouvements où c'est des mouvements en fait de réseau d'agents, et donc ça n'a rien à voir avec notre sujet CatNat. Et donc arriver à trouver une métrique, un indicateur pour mesurer ça, c'est un travail de co-construction sur lequel on travaille. Et puis à côté de moi, je pense que ensuite le sujet, c'est de s'en saisir pour une fois qu'on a mis collectivement, on sait définir quel est ou pas le problème, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles mesures publiques éventuellement il faut enclencher pour conserver ce régime qui fonctionne si bien, on l'a déjà dit. Philippe Guillonnet-Dupeyrat, justement, qu'est-ce que vous en attendez, vous, côté de l'État, de cet observatoire de l'assurabilité ? L'Observatoire, c'est vraiment un travail de grande ampleur qui a été confié par les ministres à CCR. Pour nous, c'est probablement plus un baromètre de la présence des assureurs sur les territoires exposés au risque. Et c'est un outil nouveau, comme l'a dit Christelle, qui sera complémentaire des autres outils que CCR a déjà pour évaluer les politiques publiques. Et ça, pour nous, c'est très important d'avoir ce regard un peu, je ne vais pas dire extérieur complètement, mais quand même ce regard de la part de l'expert qui est CCR. Donc on a un objectif d'avoir vraiment une vision sur les risques de démutualisation, si on peut dire, sur le risque de démutualisation du risque par cet observatoire. On a une logique de partenariale entre les pouvoirs publics et les assureurs, les pouvoirs publics, la DGPR, les opérateurs, la DG Trésor. Et on a aussi le souhait côté État d'avoir une méthode qui soit
une approche qui soit assez robuste pour vraiment connaître les risques auxquels on fait face. Et la présence des assureurs sur ces territoires. Je rajoute qu'en parallèle de ce travail de l'Observatoire, l'État fait un travail de cartographie nationale des risques aujourd'hui et des risques de demain, par exemple sur les inondations et sur le RGA. Et comme l'a dit Christelle, ce travail servira ensuite de base pour éventuellement prendre des mesures avec notre expertise propre État, mais aussi avec l'expertise de CCR dans son rôle de conseil au pouvoir public. Je profite que vous avez le micro, vous allez le conserver, Philippe Guyonnet-Dupeyrat. Il y a quelques instants, Paul Esmin, quand on parlait du régime, disait qu'il avait beaucoup évolué ces dernières années. C'est aussi le rôle de l'État que de mettre en œuvre des actions de régulation. Quelles sont les dernières en date et comment peut évoluer encore le régime? Et je ferai réagir Christelle Busque juste après. Ah ouais, alors c'est évidemment le rôle de l'État que de faire évoluer sa réglementation. Hein. On ne va pas rester à la réglementation du XIXe siècle toute sa vie. Donc on a l'objectif, c'est d'accompagner, mais vous avez toujours une tension entre, je vois qu'il y a autour de moi d'anciens régulateurs, vous avez toujours une tension entre adapter le régime, le faire suivre, le faire accepter, maintenir en même temps une lisibilité pour le secteur, pour les consommateurs, la stabilité juridique. Donc bon, je pense qu'on est assez conscient de cette tension. Ceci étant dit, effectivement, il y a eu des évolutions, peut-être que j'en évoque 3. D'abord sur le règlement, sur le retrait gonflement argile avec l'ordonnance de février 23 et les textes appliqués. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier plus de communes de la reconnaissance de la sécheresse. Donc, il y a est-ce que vous avez une succession anormale de sécheresse significative? Est-ce que on intègre les communes limitrophes? Et puis, il y a la période de retour anormal qui a été abaissée de 25 à 10 ans. Et donc, on estime, je crois que c'est un chiffre de France Assureur, Paul, si je ne me trompe pas, qu'il y a un peu moins de 20% de communes en plus qui pourront bénéficier de ce système. Il y a toujours sur le retrait gonflement d'argile, l'encadrement des experts. Il ne faut pas que votre expert puisse être soupçonné d'être trop proche soit de l'assureur, soit de l'assuré, soit d'une entreprise de travaux. Donc on a encadré aussi ça avec l'absence de rémunération par ces trois acteurs, avec des rémunérations sur des critères objectifs. Et puis vous avez la qualification, la compétence de l'expert et la façon dont il remet son rapport et les délais de remise du rapport. Donc ça, c'est sur le retrait gonflement d'argile. Après, vous avez la clarification des critères de fonctionnement de la commission CatNat. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à regarder la circulaire du 29 avril 2024. Ça ne fait que 60 pages. Et page 27, vous avez plusieurs pages de tableau sur les critères exacts. Et donc, c'est vraiment une lecture non seulement nécessaire, mais en plus édifiante. Et on a aussi clarifié les modalités de fonctionnement, plutôt les modalités d'instruction de la procédure CatNat. Et après, il y a la surprime. Paul en a dit un mot. Je ne vous rappelle pas trop les détails, mais juste pour vous dire que donc elle est applicable depuis le 1er janvier 25. Et évidemment, c'est un mécanisme de solidarité nationale qui est assis sur, à la base, un fonctionnement de marché et qui sera adapté en fonction des risques. Je ne dis pas du tout que ça va changer chaque dernière année, mais il faut évidemment prendre, quand c'est nécessaire, les mesures pour financer le système. Christelle Busque, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer encore comme évolution? Qu'est-ce que l'on pourrait expérimenter? Bon, peut-être avant de dire ce qu'on pourra faire, enfin, je rebondis sur ce qui a été fait et qui était essentiel, enfin, le taux de surprime. Enfin, depuis 25 ans, il était inchangé, 40 € par an en moyenne pour un foyer pour être assuré. C'est vraiment remarquable. Donc même en passant de 12 à 20% et en arrivant à 40 € par an par moyenne, enfin voilà, on a un coût hyper abordable et il fallait le faire. Alors ce pourquoi on plaide côté CCR, c'est de ne pas attendre 25 ans pour avoir la prochaine évolution de la surprime, pour suivre l'évolution du changement climatique, mais d'avoir une révision régulière de l'ordre de tous les 3 à 5 ans pour des évolutions modérées, beaucoup plus, j'allais pas dire indolore, parce qu'au final, ça reste... mais en tout cas, voilà, beaucoup plus modéré dans le temps, mais régulière. Et puis, il y a tout ce qui vit, pour montrer qu'il n'y a pas que ce qui est à venir. Le schéma CatNat, il évolue régulièrement. Donc, l'année dernière, il y a eu tout un travail mené avec France Assureur pour revoir le traité, en s'inspirant des meilleures pratiques de la réassurance privée. Il y a eu la mise en place
d'un commissionnement, d'un nouveau système de commissionnement. Donc le commissionnement, c'est la façon dont CCR participe au coût de gestion pour gérer les catenats des assureurs. Et donc ce commissionnement-là, c'est très intéressant parce qu'en fait, il est basé sur un non-désengagement des assureurs, des zonaristes. Et puis ensuite, il repose sur 3 critères. Le premier, c'est les bonnes techniques d'indemnisation, donc des bonnes techniques de prévention, et puis aussi un bonus à la présence. Et ça a été fait en concertation avec les assureurs, donc qui prennent à cœur en fait le fait de faire vivre ce régime en y injectant des critères qui vont dans le bon sens. Alors ce qu'il faut continuer à faire, évidemment, c'est de travailler sur la prévention, c'est l'adaptation. Donc il y a des choses en cours. François-Xavier a parlé tout à l'heure du fonds CCRF. Eh bien, c'est une action pour animer une filière de la prévention en France. Il y a vraiment beaucoup de choses à mener. On l'a vu sur la partie architecturale, mais c'est vrai en matière de RGA, on n'a pas de filière complètement établie pour se prémunir et faire face aux risques. Il y a aussi en fait tout ce qui concerne l'initiative sécheresse, dont Paul a parlé. On en verra aussi les résultats, mais c'est des initiatives qui vont dans le bon sens. Donc si je dois retenir 2 mots, prévention, adaptation. Prévention, on y reviendra dans quelques instants et ce sera la dernière thématique de cette table ronde. Juste avant cela, peut-être Benoît Guenin, un mot quand même sur comment contribuer aujourd'hui à l'équilibre du système. Alors on a évoqué beaucoup de choses sur le rôle de la réassurance privée, peut-être pour revenir à la base et sur le débat, est-ce que l'augmentation de la surprime, c'est solidarité ou assurance? Thierry évoquait le fait de revenir à des fondamentaux et pouvoir quand même avoir un prix du risque, donc le prix au global du risque, mérité d'être augmenté. La difficulté, c'est que ça a été fait par une marche très haute, plus 60% quand même. Donc si on reprend le delta qui manquait entre le 1,7 et le 2,2, on est de l'ordre de 60%. Voilà. Ne pas attendre 25 ans, effectivement. Nous, on veut du bien à ce système public, on veut du bien à la CCR. Et donc, on veut qu'il y ait quand même cette dose nécessaire de pricing du risque réel. Voilà, donc ça c'est vraiment une première piste qui est évoquée dans le rapport Langrenay, de ne pas attendre si longtemps pour réévaluer si nécessaire la surprime. L'autre piste, Christelle l'a évoquée, c'est le fait d'ouvrir potentiellement à la rétrocession privée la CCR. Voilà, c'est à explorer. Comme je l'évoquais, il y a beaucoup de cas dans d'autres pays où les systèmes publics rétrocèdent largement à la réassurance privée. On peut observer, puisqu'on dit que les choses sont dynamiques, la perception du risque, elle évolue au cours du temps, que tremblement de terre, inondation, c'est des périls qui sont en fait très couramment réassurés par la réassurance privée, quand on regarde dans le monde entier, qu'il y a eu de très grands progrès sur la modélisation. Voilà, ça peut être des choses à reconsidérer pour replacer la réassurance privée. Les frontières de l'inassurabilité, c'est effectivement quand il y a de l'aléa ou pas. Ça peut être une taille du risque, et puis c'est aussi la capacité à modéliser. Et cette capacité, elle évolue. Il y a des risques qui sont émergents à un moment, et puis après, un peu moins. Donc on peut aussi avoir des choses qui reviennent. Le sens de l'histoire, c'est pas simplement que le risque est de plus en plus inassurable. Mais bien sûr, pour y arriver, il faut des données. Il faut des données aussi pour les réassureurs privés. Et donc là, c'est l'enjeu de savoir est-ce que les réassureurs privés peuvent avoir accès à ces données. Aujourd'hui, on a accès aux données principalement du risque dit principal. Le péril principal, c'est la tempête en France. Donc les réassureurs privés n'ont pas de leur cédante de données très détaillées sur les inondations, sur les tremblements de terre. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles la CCR serait prête à partager les données pour qu'on progresse et qu'on contribue à cet équilibre? Christelle Busque. Alors, il y a peut-être 2 réactions par rapport aux propos de Benoît.
Le premier, hein, sur le premier sujet, voilà, on a toujours quand même une ligne de crête qui est de s'assurer qu'on mutualise les risques dans le régime. Et donc la ligne de crête, c'est de ne pas privatiser les profits et de transférer aux finances publiques les pertes. Donc on doit toujours travailler sur cette ligne de crête-là. Sur le sujet du partage de la connaissance, donc effectivement, en CCR, on se mobilise pour partager énormément de connaissances à travers l'ensemble des rapports que l'on publie. Enfin, chaque année, il y en a nombreux. Donc, il y a aussi celui qu'a rappelé notre président qui vient de sortir sur le bilan CatNat. Après, si on descend sur le sujet pur de la donnée de la cédante, voilà, c'est une donnée commerciale et en revanche, voilà, les réassureurs privés peuvent demander aux cédantes de communiquer les données s'ils le veulent. Et c'est pas à nous, CCR, de le faire puisque c'est le respect du droit des affaires. Allez, le dernier tour de questionnement pour cette table ronde va concerner la prévention. Thierry Franck, on l'a évoqué en ouverture de la journée, il y a une impérieuse nécessité de faire de la prévention. De votre point de vue, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans ce domaine-là et dans la coopération justement entre le privé et le public? Oui, alors là, je vais partir tout à l'heure a été évoqué de question du business model de la prévention et je pense qu'il faut vraiment bien le traiter. Les assureurs, de leur propre chef, individuellement, ont intérêt, dans une certaine mesure, à investir eux-mêmes dans la prévention. Bon, c'est un peu le sens c'est pourquoi on a fait cette annonce de 0,5% des primes, etc. C'est un peu pour montrer que de nous-mêmes, on y a intérêt, et donc il doit y avoir cette prise de conscience, et je pense que ce serait bon que les assureurs communiquent plus sur ce qu'ils font, puisqu'on n'est pas les seuls à faire des choses. La question de la sensibilisation, c'est quasiment naturel, hein, et on peut faire beaucoup plus. Se développent les dispositifs où on peut on donne accès à tous les assurés aux risques auxquels ils sont exposés, d'ailleurs pas que naturels, hein. N'oublions pas qu'il y a d'autres types de risques, la pollution, etc., qui est plutôt anthropique, hein, si je ne m'abuse, et aussi leur projection. L'aide, l'accompagnement, n'oublions pas les chefs d'entreprise, les PME. On est très centré sur les ménages, mais c'est un enjeu économique pour eux très important. Donc, dans l'entreprise, on a plus l'habitude de visites de risques, etc. Il faut absolument intégrer ça là-dedans. Et l'accompagnement aux dispositifs publics, parce qu'ils sont compliqués et totalement sous-utilisés. Voilà, on peut aussi faire des recherches, on en fait avec le CEREMA, etc. Il y a un moment où il faut jouer aussi groupé, c'est le deuxième étage. La fédération la fédération France Assurance, pardon, j'utilise de vieux termes. France Assureur, on a compris. France Assureur. Voilà, des choses ensemble. D'ailleurs, je donne juste un exemple. Je ne dis pas qu'il faut le faire en France, mais ça peut inspirer, et qui ne concerne pas parce que les CatNat sont couvertes en partie par le régime CatNat, mais pas toutes. Et donc je vais prendre par exemple l'exemple de la grêle sur la côte ouest des États-Unis, qui est, je ne le savais pas jusqu'à une période récente, est soumis depuis assez longtemps à des risques de grêle importants. Les assureurs se sont pris en main, ont créé une association, et pour une fois, alors je sais qu'on ne peut pas lutter contre l'eau, mais contre la grêle, un peu quand même. On mis un dispositif d'avion qui vient balancer du nitrate d'argent dans les nuages à potentiel de grêle. Et là, on réduit, alors là, pour le coup, le risque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait le calcul économique, c'est très rentable. C'est très rentable. Donc, ensemble, il y a une deuxième zone où on peut trouver, sans doute, ensemble, des actions qui ont un sens
évidemment pour la prévention et qui ont un sens économique. Et ça, c'est le meilleur, parce qu'on aligne les choses et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et puis, bien entendu, ensuite, il faut travailler avec les pouvoirs publics. Et je l'ai redit, sur les zones où l'aléa se transforme en risque, là, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités. On peut y contribuer, on peut essayer d'aménager... parce qu'on est sensible à nos clients, à nos sociétaires, on peut essayer d'aménager cette transition, y contribuer, mais là, on a besoin réellement des pouvoirs publics. Et sur ce plan, je retiens une idée qui dans un État quand même qui a une tradition centralisatrice, il est tout à fait clair, me semble-t-il, que si on veut que ça évolue, il y a un moment où il faut que l'État central prenne un peu le manche. Voilà. Et encore une fois, on peut y contribuer, y compris le cas échéant, si on a besoin de données sur des sujets particuliers, pourquoi pas. Mais il faut d'abord, sur ces sujets-là, il n'y a pas de business model, c'est pas un assureur individuel ni la communauté des assureurs qui pourront traiter ce sujet. Il faut que l'État montre qu'il est prêt à traiter le sujet. Ce sera la dernière question que je poserai à Philippe Guillonnet du PERA tout à l'heure. Juste, Paul Esmin, Thierry Franck disait à l'instant, il faut jouer groupé sur la prévention. Oui, il faut jouer groupé. Je citais Initiative Sécheresse, par revenir là-dessus, mais c'est une initiative plurielle et c'est aussi pour ça que je pense que ça a des chances de fonctionner. Maintenant, on pourrait égrener des initiatives individuelles. Il y en a un certain nombre sur lesquelles on intervient, que ce soit sur la sécheresse, sur l'inondation, sur d'autres risques. Mais le sujet fondamental, c'est celui de la culture du risque. Enfin, il faut vraiment partir de là. Et c'est vrai qu'on a je ne sais pas si on est en retard d'ailleurs en France par rapport à d'autres sujets, par rapport à d'autres pays, mais on part quand même d'assez loin finalement. Et c'est assez paradoxal parce que quand on fait des enquêtes d'opinion, les gens sont conscients que le risque existe et en même temps quand on leur demande est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour vous en prémunir, la réponse est à une grande majorité non. Et finalement il faut tous qu'on joue là aussi collectif parce qu'on parlait des pouvoirs publics, on voit qu'aujourd'hui il y a un grand nombre de collectivités locales qui n'ont pas de PPRN. Je crois qu'il y a même 18% des collectivités locales qui n'ont même pas un simple document sur les risques. Les particuliers ne sont pas forcément tellement mieux formés. Je balaye aussi devant notre porte. Je pense que globalement, les assureurs pourraient et devraient faire encore plus dans les années qui viennent. Voilà, on a un besoin collectif de monter en charge sur monter en puissance sur ces sujets de prévention. La vraie question, parce que dit énoncé comme ça, c'est un peu tarte à la crème, c'est comment on s'y prend. Et c'est vrai que aujourd'hui, notamment, et c'est un des grands atouts des grands apports du PNAC, il y a tout un volet montée en puissance, acculturation, et on a défini avec la ministre un certain nombre de sujets sur lesquels on veut avancer. C'est de la formation, c'est de la sensibilisation, par exemple dans les écoles, auprès de nos assurés, auprès d'un grand nombre de publics, parce que tout part de là. C'est vraiment le nerf de la guerre. Si on veut progresser, il y a des sujets d'initiative, il y a des sujets de financement, à l'évidence. C'est pour ça qu'on s'est autant battu dans le dernier PLF sur le montant global du fonds Barnier. Mais il y a avant tout des sujets de prise de conscience et d'acculturation. Alors, le PNAC, on en parlera, ça sera sans doute dans la toute dernière séquence de l'après-midi. Avant cela, peut-être un rebond, Philippe Guillonnet du PERA, sur l'accompagnement de l'État sur ces questions de prévention, avant qu'on prenne encore une ou deux questions de la salle. Alors, je parle au nom de l'État plus largement, parce que c'est évidemment un sujet qui est porté par la DGPR. La planification, la connaissance et la prévention. La planification, c'est le PNAC 3. Il y a eu un très bon exercice de coordination. Hein, ça a une portée transversale. Bon exercice de coopération entre les acteurs avec pas mal de contributions d'assureurs. Après, il y a, une fois qu'on a établi la planification de ce qu'on va faire, la connaissance du dispositif. Et comment est-ce qu'on fait connaître notre dispositif CatNat? Alors, il y a eu des schémas qui ont été faits par le ministère de l'Environnement avec le ministère intérieur pour faire connaître. Évidemment, on
on a à cœur de faire des communiqués de presse un peu plus lisibles quand on publie des textes pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Et surtout, je pense, de manière intéressante, il y a eu une motivation des décisions d'arrêter CatNat, ce qui ne se faisait, je crois, pas avant, quand on décide de faire entrer ou pas dans le système, ce qui permet une meilleure connaissance du dispositif. Et c'est important que la procédure soit intelligible. Pour la prévention, Thierry a évoqué les aspects qui relèvent plus des assureurs. Peut-être pour mettre la lumière sur quelques aspects un peu plus terrain. Alors on a le dispositif d'information de l'acquéreur ou du locataire le jour de la visite. Donc tout à l'heure on parlait du notaire, il y a aussi le jour de la visite, premier jour de la visite. Normalement on doit vous informer des risques. C'est une disposition de la loi Résilience Climat. Vous avez les cartes mises à jour dans Géorisque avec différentes entrées. Donc la prochaine fois quand vous visitez un appartement, vous pourrez tout de suite prendre votre appli Géorisque pour voir ce qu'il y a dedans. Et puis il y a les journées de résilience. Alors ce qui est beau avec les journées de résilience, et je l'ai appris récemment évidemment, c'est que c'est tous les jours. C'est tous les jours la journée de la résilience. Mais évidemment, il y a des actions plus marquées autour du 13 octobre. Et deux choses peut-être plus locales. Il y a la concertation locale avec les commissions départementales des risques naturels majeurs et il y a les correspondants, les référents CatNat qui sont dans chaque département. Donc on voit bien qu'on a différents niveaux entre la planification, la com et la prévention. Mais sur la prévention, ça se joue au plus près du terrain et c'est tout l'objet qui a été discuté tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez, on va prendre 2 ou 3 questions. Comment déterminer si un risque émergent doit faire l'objet d'un partenariat public-privé? Christelle Busque. Eh bien, en fait, on a développé toute une technique et on pondère en fonction de est-ce que c'est crucial pour l'État ou pas. On mesure les tendances de désengagement. On regarde aussi ce qui se dit dans la presse. Et ensuite, on surveille tel ou tel risque. Après, ceux qui sont vraiment étudiés réellement, il n'y a pas de débat. En ce moment, on sait tous là autour de la table ceux qu'il faut regarder et surveiller. Mais en revanche, il y a aussi toute une technique pour regarder les autres. Est-ce qu'on regarde d'abord le cyber, les chutes de blocs, Toute dernière question. Il y a beaucoup, de risques émergents. D'ailleurs, les assureurs, sur longue période, n'ont connu que ça. L'apparition de l'automobile, il n'y avait pas de dispositif public et des assureurs l'ont fait. Bon, alors, après, c'était peut-être pas assez rapide, etc. Et là, la CCR peut jouer un rôle parce que le vrai sujet, c'est d'apprendre le risque. Une fois qu'on l'a appris, on sait le traiter, sauf cas particulier. Dernière question, quelle part prennent les catastrophes naturelles dans le bilan des assureurs et réassureurs? Côté réassurance privée, est-ce que vous avez le chiffre, Benoît Hugonin? Alors, j'ai pas le chiffre directement en tête parce que ça dépend des types de réassureurs. Ce qui est clair, c'est que il faut préciser la question en plus parce que CatNat en France, c'est un peu troublant parce que dans ma société, on dit NatCat pour l'ensemble des périls climatiques et en France, on dit CatNat pour ce qui relève du régime CatNat. Donc c'est toujours un peu troublant. Voilà, vous me compliquez la vie de compréhension. Oui, mais c'est les spécificités françaises. Ça représente une très large part du business de la réassurance. La protection CAT, je peux donner des chiffres sur les couvertures en France. La couverture par événement sur tempête, grêle, neige, c'est par événement 14 milliards de capacité. C'est 33 milliards en tout par an aujourd'hui. Voilà. Donc c'est par rapport à l'engagement ou au désengagement de la réassurance privée, clairement aujourd'hui sur les périls climatiques, la réassurance privée est là. Tu as évoqué les émeutes tout à l'heure. On a 2,5 milliards par événement, 5 milliards en tout sur les émeutes en France aujourd'hui. C'est à surveiller de près pour voir comment la capacité reste là, parce qu'on est dans un marché mondial. Donc il faut faire attention. Tu as évoqué un rapport récent avec des idées assez créatives. Voilà, il faut peut-être éviter la confusion administrative. Aujourd'hui, la réassurance privée est là, dans le bilan des réassureurs très largement.
Merci. Paul Esmin, peut-être juste sur les assureurs. Vous avez le chiffre, vous, de ce que représentent les 4 nat dans le bilan, et puis on va terminer là. Non, moi j'étais content que la question soit posée à Benoît. D'accord, et ben voilà, elle a été posée à Benoît Egonin. Elle est formidable. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous.